Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient pour objectif de perfectionner leur engin militaire afin de pouvoir inverser le cours de la guerre et qu'elle soit à leur avantage. L'un de ces engins militaires va surprendre les Alliés. C'est le Messerschmitt ME 262 qui est entré en service en 1944. Ce fut l'avion le plus moderne de son époque. Je vous propose donc de revenir aux origines et à l'histoire du Messerschmitt ME 262. Bienvenue dans Armes de guerre. Mais avant de continuer la vidéo, je vous annonce que la vidéo est en partenariat avec la Nouvelle École. Alors la Nouvelle École vous propose de vous former à l'impression 3D. Cela dure 2 demi-journées avec un coach particulier. Vous pouvez suivre la formation avec votre coach en physique ou par visioconférence. La Nouvelle École vous fournira tout le nécessaire pour débuter dans l'impression 3D. Une imprimante 3D, 1 kg de matière d'impression, un kit de lissage et 8 heures de contenu vidéo supplémentaire pour que vous puissiez créer les objets que vous souhaitez. Vous pourrez également prendre des rendez-vous téléphoniques pendant 1 mois avec votre coach qui vous aidera pas à pas dans votre création. Ils ont développé une formation spéciale pour les personnes fans de reconstitution historique ou de maquettisme. Vous pourrez voir ici la création d'un Messerschmitt ME 262 via l'impression 3D. La formation vous intéresse ? Alors foncez dans la description et cliquez sur le lien pour que vous puissiez créer ce que vous avez envie grâce à l'impression 3D. L'aviation a toujours fait partie des armes qui peuvent faire basculer les plans d'une bataille à l'avantage de la force militaire qui l'utilise. Pour avoir des avions puissants et redoutables, les concepteurs imaginent des avions pour leur armée. En 1910, Henry Coanda réalise une première tentative de vol avec un avion, mais celui-ci est doté d'un turboprocesseur. Malheureusement, lors du vol d'essai, l'avion prend feu et s'écrase au sol. Après la Première Guerre mondiale, le Mouse, monté sur un biplan Packard surclassé sur lequel ont été installés des turbos-superchargeurs, permet aux pilotes de battre de nouveaux records d'altitude. En Allemagne, les essais du Heinkel 112, qui est propulsé par un moteur fusée, reçoit l'appui du gouvernement de Berlin. Le régime hitlérien est pressé de voir la mise en œuvre de ce nouveau système de propulsion. De ce fait, 4 Heinkel 112 sont modifiés afin de recevoir le nouveau moteur fusée, mais seul l'un d'entre eux vole avec succès. Suite au traité de Versailles, qui interdit à l'Allemagne de concevoir toute arme militaire dans son pays, les avionneurs vont tout faire pour contourner cette interdiction et concevoir leurs nouveaux bijoux. En effet, en 1933, grâce à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les progrès au niveau de l'aviation sont secrètement suivis et l'accent est mis prioritairement sur la vitesse de ces appareils. De ce fait, de nouveaux systèmes de propulsion sont étudiés. Hans von Hoheins, qui agit sous la direction d'Ernst Heinkel, a déjà mis au point un premier réacteur. Le 27 août 1939, le Heinkel 178 effectue son premier vol d'essai et s'annonce comme le premier avion à réaction. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Hitler compte sur son aviation pour lui assurer une victoire rapide. Mais face à la guerre, l'Allemagne va ranger son projet de développement d'appareils plus modernes et plus performants aux oubliettes. Pour Hitler, rien ne peut s'opposer à la puissance de sa Luftwaffe. En effet,
Le 14 juin 1940, les troupes allemandes défilent fièrement à Paris. Hitler jubile de sa victoire contre la France, qui demande un armistice, que les deux pays signent à Rotonde. Après que l'Allemagne ait mis la France à genoux, le Royaume-Uni est désormais seul. Le 10 juillet 1940, la bataille d'Angleterre débute, et celle-ci oppose les pilotes de la Luftwaffe aux pilotes de la RAF. Face aux attaques incessantes de la Luftwaffe, les pilotes de la RAF, toujours sur le qui-vive, fatiguent. Même si les Britanniques sont au bord de la rupture, l'Angleterre résiste aux nombreuses attaques allemandes. Le 31 octobre 1940, la bataille d'Angleterre se termine avec la victoire des Britanniques qui ont résisté avec courage aux attaques de la Luftwaffe. Hitler essaiera d'utiliser une guerre d'usure face à la Grande-Bretagne qui tient toujours face aux troupes allemandes. L'industrie allemande va donc se lancer à corps perdu dans la production de nouveaux avions, plus solides et plus rapides. Le réacteur revient sur le devant de la scène. Le Heinkel 280 est le premier avion destiné à devenir un chasseur. Ernst Heinkel, passionné par les avions performants, entre dans une nouvelle aventure. Le HE 280 est tout d'abord testé en vol comme un planeur car les moteurs à réaction tardent à sortir des chaînes de montage. Ces premiers vols non motorisés permettent d'étudier les caractéristiques de vol de l'appareil. Pendant la guerre, la Luftwaffe met l'accent sur la maintenance de ces appareils. Le HE 280 n'échappe pas à la règle. Les premiers moteurs à réaction allemands qui sont utilisés intensivement ont une durée de vie très courte. Les moteurs sont de conception relativement simple, car le remplacement doit pouvoir se faire rapidement. Les points d'ancrage ainsi que les différentes connexions moteurs sont peu nombreuses et sont facilement accessibles. Un panneau qui est visible sur la partie supérieure permet d'accéder rapidement au moteur, ce qui, comparé au moteur à piston, est léger. Le Heinkel est un avion aérodynamique et solide. Pour le pilote, il est agréable à piloter, mais son désavantage est son rayon d'action qui est faible. Le 2 avril 1941, son vol inaugural eut lieu. Le Heinkel 280 a des mois d'avance sur son concurrent britannique, et ce dernier avait déjà prouvé son efficacité. Au cours d'un vol d'essai, le HE 280 vole plus vite qu'un chasseur de la Luftwaffe. Par la suite, il subit bon nombre d'innovations, comme la mise en place d'un siège éjectable. Mais ses problèmes de performance, ainsi que son rayon d'action insuffisant, empêchent le HE 280 de devenir le premier chasseur à réaction opérationnel au monde. Cet honneur revient à un autre appareil, le Messerschmitt ME 262. Cet appareil est moins sophistiqué que le Heinkel, mais ses atouts sont ses ailes, qui sont en flèche et auxquelles sont suspendus 2 réacteurs Junkers 004. Son fuselage fait de cet appareil un avion aux lignes très pures. Les 4 premiers prototypes disposent d'une roulette de queue. Même au sol, le ME 262 respire la puissance. Messerschmitt l'a conçu pour qu'il soit avant tout solide et facile à réparer. En effet, les réacteurs Junkers 004 peuvent être réparés sans matériel lourd. Les systèmes électriques ainsi que les circuits de carburant sont facilement accessibles grâce à des panneaux situés dans le fuselage de l'appareil. Le ME 262 est un splendide compromis entre la simplicité, la solidité et la technologie la plus puissante de l'époque. Suite à l'indisponibilité des moteurs, les premiers vols d'essai du ME 262 ont lieu avec un moteur à hélice de 700 chevaux qui est monté dans le nez de l'appareil. C'est en juillet 1942 que le 3e prototype reçoit les 2 réacteurs Junkers, qui étaient tant attendus. Le premier vol de l'appareil a lieu le 18 juillet 1942 avec aux commandes Fritz Wendel. Lors de l'accélération de l'appareil,
La roulette de queue semble ne pas vouloir s'élever. Wendell trouve une technique. Il donne un coup de frein qui fait lever la queue de l'appareil tandis que les gouvernes de profondeur commencent à répondre. Ce premier vol ne se déroule pas sans incident, puisqu'au moment de l'atterrissage, suite à l'accumulation de carburant dans la nacelle du moteur gauche, l'avion prend soudainement feu. L'incendie est rapidement contrôlé et l'avion peut revoler le même jour, comme si aucun incident ne s'était passé. Le Messerschmitt 262 va subir des modifications qui vont s'inspirer du Heinkel 280. Les ingénieurs de Messerschmitt lui donnent un train tricycle qui va grandement améliorer la visibilité du pilote lors du décollage et de l'atterrissage. Cette toute nouvelle configuration doit également donner plus de puissance au décollage et ainsi permettre une meilleure action sur les gouvernes de profondeur. Cependant, le train d'atterrissage est faible. Et cela est essentiellement dû à l'utilisation de pneus inadéquats, ce qui sera à l'origine de nombreux accidents. La jambe de train est fragile. Le moindre choc latéral peut avoir des conséquences dramatiques. Le train d'atterrissage est actionné hydrauliquement, mais sur les tout premiers ME-262, le train principal est déployé par la gravité, c'est-à-dire que le pilote doit balancer son avion pour le verrouiller. Le ME-262 est pour l'époque une merveille d'ingénierie. Il est en effet construit facilement par des ouvriers peu qualifiés, mais c'est un appareil simple et ingénieux. Le fuselage est composé de plusieurs tronçons qui s'assemblent facilement et rapidement. Ils peuvent être détachés des ailes pour être réparés ou remplacés sans la moindre difficulté. La section qui comprend le train avant ainsi que les canons forme également un module indépendant. Les 4 canons de 30 mm sont munis d'un système électronique de mise à feu. Les 2 canons supérieurs contiennent chacun 100 obus contre 80 pour les 2 canons inférieurs. Après l'atterrissage, un grillage est placé sur les entrées d'air pour éviter la présence d'objets dans les réacteurs. La puissance de feu de l'appareil est très impressionnante. Le ME-262 n'utilise pas le même carburant que les appareils classiques. Il utilise du carburant J2, un diesel particulier. Ces 4 réservoirs peuvent contenir jusqu'à 3000 litres. Avant la mise en route de l'appareil, l'équipe de maintenance vérifie qu'aucun débris ne se trouve dans les entrées d'air et constate l'état de la section compresseur de la turbine. Ensuite, viennent l'arrière du réacteur et le cône d'éjection. Cette partie est examinée attentivement car le moindre dommage nécessite une réparation immédiate. Le ME-262 innove également dans d'autres domaines. Les gouvernes de queue sont munies de Flight Nurse qui peuvent être contrôlées manuellement depuis le cockpit. Un petit indicateur mécanique indique à tout moment au pilote dans quelle position il se trouve. Le pilote trime également les gouvernes de profondeur manuellement. Pour ce qui est des manœuvres d'atterrissage et de décollage, le ME-262 dispose de becs de bord d'attaque mobile, ce qui augmente sensiblement la portance à basse vitesse. En descente, il se déploie en dessous de 345 km/h. En montée, lorsque la vitesse passe au-dessus de 520 km/h, la rétractation s'effectue sous l'effet de la vitesse. La visite pré-vol est effectuée par des mécaniciens qui vérifient toutes les commandes manuellement et visuellement. Pendant ce temps, d'autres techniciens remplissent le réservoir d'air du système pneumatique et contrôlent la pression des pneus, du liquide hydraulique qui est essentiel pour chaque vol. Et il en est rajouté avant chaque mission. Le liquide alimente les commandes des volets du train d'atterrissage et des freins. Toutes ces opérations s'effectuent de façon précise, car si les mécaniciens négligent certains détails, l'issue peut être fatale. Le ME-262 est plus solide que les avions à moteur ou à piston. Cependant, les objets étrangers sont fréquemment aspirés par les moteurs, ce qui a tendance à poser beaucoup de problèmes. Il faut donc vérifier les entrées d'air et cela est devenu obligatoire.
Le ME-262, considéré par les Allemands comme une arme importante, bénéficie d'un abri camouflé, devenu nécessaire à cause des menaces constantes des raids alliés. Les premiers biplaces d'entraînement arrivent à la fin de la guerre, mais sont uniquement réservés aux pilotes expérimentés de la Luftwaffe. Les premiers vols sont effectués en solo. Les instructeurs maintiennent le contact radio et les performances de l'avion ne cessent jamais d'étonner les pilotes de la Luftwaffe. La manette des gaz a peu de réponse et pose quelques problèmes, particulièrement au décollage et à l'atterrissage, contrairement aux moteurs à piston qui réagissent immédiatement. Le réacteur nécessite beaucoup d'anticipation de la part du pilote. Le ME-262 est l'avion que la Luftwaffe attendait depuis des mois. Elle espérait qu'il pourrait inverser le cours de la guerre pour qu'elle soit enfin à son avantage. Après le jour J, le Messerschmitt 163 Comet, qui est un intercepteur, voit le jour. Hitler décide de sceller le destin du Messerschmitt ME-262. En effet, il veut un bombardier éclair et non pas un chasseur. Même sans la décision d'Hitler, le Messerschmitt 262 aurait probablement pas pu entrer en guerre plus tôt, même au moment de son entrée en service. Les chances d'inverser les cours de la guerre aérienne étaient nulles. L'industrie allemande est à l'agonie et les Allemands ne vivent plus qu'au milieu des décombres dus aux raids aériens. Les problèmes logistiques du ME-262 tournent au cauchemar et la modification de l'appareil en bombardier n'arrange rien. En octobre 1944, le commando Novotny est équipé de 30 exemplaires du nouveau chasseur. Le 3 octobre 1944, l'unité entre au combat. Le ME-262 va se distinguer pour la première fois au combat aérien, mais l'unité perd son premier avion qui est abattu par un P-51 Mustang de l'US Air Force. Fin 1944. Hitler admet que la défense aérienne est impérative. Au sein des rangs des Alliés, on parle d'un superjet allemand, puissant et qui a une grande vitesse. Grâce à sa vitesse, qui peut atteindre 870 km/h, le ME-262 se jette au milieu des formations de bombardiers et met facilement en déroute les chasseurs alliés. Il va plus vite que les tourelles de bombardiers qui les voient passer devant elles comme un éclair. Si le ME-262 est piloté correctement, il devient pratiquement intouchable. Malheureusement, les ME-262 ne sont pas assez nombreux et ne peuvent plus empêcher les vagues de bombardiers qui ont pour objectif de détruire les villes et les usines allemandes. Face à l'avancée rapide des Alliés, les pilotes de la Luftwaffe mettent le feu à leurs appareils pour ne rien laisser aux vainqueurs, mais quelques exemplaires ne sont pas détruits. Au fur et à mesure de leur avancée en Allemagne, les Alliés découvrent l'ampleur de la technologie allemande. Une équipe de scientifiques baptisée les magiciens de Watson parcourt l'Allemagne en C-47 à la découverte de tout ce qui peut avoir une valeur technologique. L'opération de recherche porte un intérêt tout particulier aux avions allemands. On envoie des équipes pour prendre livraison des appareils capturés. Les Alliés, ayant trouvé 20 à 30 appareils Messerschmitt 262, décident de les réparer et d'apprendre aux pilotes américains à les piloter avant de les envoyer à Cherbourg. Face à l'avancée soviétique, les pilotes allemands décident d'aider les Américains à la mise en route des ME-262 et apprennent aux pilotes américains et anglais à les piloter. Parmi les découvertes figurent les missiles RR Brostal X4. Ils étaient destinés au ME-262 et avaient déjà été testés sur un Heinkel 111. D'autres types de Messerschmitt 262 sont également découverts, dont un doté d'un canon de 50 mm. Le ME-262 V286, surnommé défenseur de la patrie, a quant à lui un moteur fusée qui lui permet d'effectuer des décollages courts et de gagner plus vite de l'altitude. Les Alliés ramènent plus de Messerschmitt 262 que d'autres appareils, car c'est eux qui ont été produits en plus grand nombre. Une fois arrivés à Cherbourg, ils sont acheminés sur le HMS Reaper à destination des États-Unis.
Les exemplaires de cet avion sont rares. L'un d'eux appartient au Plain and Ferm Museum de Chino, en Californie, qui fut après la guerre racheté par le milliardaire Howard Hughes. Le Messerschmitt Me-262 fut un appareil en avance sur son temps. Grâce à sa découverte, les scientifiques américains ont pu s'inspirer de l'avion allemand pour créer leurs propres avions. Le Me-262 aurait pu être un avion de chasse redoutable, mais Hitler avait d'autres ambitions pour ses appareils aériens. Mais ça, c'est une autre histoire d'armes de guerre.